Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Contador en jaune, il est le vainqueur du Tour de France 2007. Le jeune Espagnol réalise ainsi son rêve. Un maillot jaune qui a cependant beaucoup perdu de son éclat sur cette grande boucle marquée par les affaires de dopage. Dans ce journal, nous vous montrerons aussi la carte de France, de la France des routes dangereuses. Il existe 50 points noirs concentrés en majorité dans le sud-est. Ce recensement avait été commandé par le gouvernement après l'accident du bus polonais. 15 personnes ont été intoxiquées dans le métro à Paris. C'est la suspension d'une rame qui a pris feu. L'incendie a pu être rapidement éteint grâce au sang-froid du conducteur. Incendies incontrôlables en revanche dans le sud-est de l'Europe. À cause de la sécheresse, les feux se multiplient et s'étendent maintenant dans tous les Balkans. L'archipel des Canaries en Espagne est aussi touché. Enfin, pour terminer, vous verrez que c'est une vague blanche qui a déferlé aujourd'hui sur les plages de France. Blanche comme la peau des Haussiens qui n'ont pas perdu une minute pour enfiler les maillots dès le premier jour des vacances. Et on commence avec l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Un Italien, Benatti, a remporté l'étape. Un Espagnol, Contador, a remporté l'épreuve, même si son maillot jaune a perdu beaucoup d'éclat dans les affaires de dopage qui, cette année, ont abîmé encore un peu plus la légende du Tour. Nathanaël de Rinxin, Jean-Marc Nouknouk. Avec son sourire de star hollywoodienne et son beau maillot jaune, Alberto Contador est le profil du champion idéal. Tout à l'heure, l'Espagnol avait fière allure sur les Champs-Élysées. Le Tour se termine, malgré les tricheurs, malgré la rumeur, et avec un vainqueur censé incarner l'avenir du cyclisme. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que le spectacle vous a plu. Rien de plus, je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci. Maintenant, je vais en profiter. Comme d'habitude avant les Champs-Élysées, certains coureurs ont tenté de détendre l'atmosphère. Pas facile en ce moment, car l'ambiance est plutôt crispée dans le peloton. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la popularité du Tour. Étape après étape, kilomètre après kilomètre, le plus grand spectacle gratuit de la planète survit aux tricheurs. Et toutes les affaires de dopage là, cette semaine, ça vous a pas un peu ennuyé? Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est dommage. Hein. Vous êtes quand même venu aujourd'hui? Oh, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on aime bien voir l'arrivée du Tour. Tout ce que je veux, c'est un beau tour. Les gens font ce qu'ils veulent. Je veux un beau tour et puis voilà, s'il y a de la tricherie qui seront attrapés, tant pis pour eux. C'est presque une tradition. Sur les Champs-Élysées, les sprinteurs sont dans leur jardin. Ce qu'il y a de nouveau en revanche, c'est que Benatti, un jeune Italien, vole la vedette au Boonen, Zabel et Autruchoft. En attendant le Tour du renouveau, voici une victoire qui fait plaisir à voir. En résumé, les Français aiment le Tour mais pas les tricheurs et ce ne sont donc pas les déceptions qui ont manqué cette année. Le Tour de France a été au moins autant suivi dans la chronique sportive que dans la chronique judiciaire. Le rappel de ces petites et grandes sorties de route dont l'épreuve se serait bien passée, Julien Benedetto. Au départ de Londres, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était le Tour de France du renouveau, débarrassé de ses démons. Au final, une course à 2 vitesses, peuplée de mensonges, de descentes de police, de tricheries. La trahison Vinokourov. Il est venu avec son garde du corps, le favori kazakh. Peut-être pour se protéger des soupçons qui pèsent sur lui au départ. Quel soupçon là? Quel soupçon? Un jour, il chute lourdement. Le lendemain, il triomphe. Un jour, il perd une demi-heure. Le lendemain, il surclasse ses adversaires. Bon sang, mais c'est bien sûr, le Kazakh avait un secret. Une transfusion sanguine détectée par un contrôle antidopage. Immédiatement suspendu Alexandre Vinokourov et renvoyé à la maison. Le mensonge du maillot jaune. Nom, Rasmussen. Surnom, Chicken. Profession, menteur. Le poulet aux cuisses magiques défie les lois de la physiologie en grimpant l'école plus rapidement qu'Armstrong et Pantani en leur temps. La supercherie s'arrête au sommet de l'Obisque où il écrase une fois de plus la concurrence sous les sifflets d'un public pas dupe. On apprend ce soir-là que le Danois a menti sur ses lieux d'entraînement pour se soustraire à un contrôle inopiné. Cassani dit qu'il vous a vu dans les Dolomites le 14 juin. Pouvez-vous confirmer? Non, j'y étais pas. Vous étiez où alors? J'étais à Mexico. Coup de fil du sponsor, réunion nocturne, expulsion de Rasmussen, le Tour est libéré. Le départ de Rasmussen, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis 8 jours. Le ras-le-bol des Français. Ce mercredi 25 juillet, l'expression peloton à 2 vitesses devient une réalité. Au lendemain de l'affaire Vinokourov, les coureurs français boycottent le départ, marre de faire la course avec des dopés. J'ai entendu des choses sur le bord des routes, les spectateurs, l'autre jour quand j'étais malade, qui me disaient allez plus vite, feignant, qu'est-ce que tu fais là?
J'étais malade, les gens ne le savaient pas. Forcément, ça les fait rêver de voir Vinokourov devant. Le même jour, la course tourne au mauvais polar. L'Italien Moreni, contrôlé positif à la testostérone, est placé en garde à vue. Perquisition, poubelle fouillée, l'équipe Cofidis doit se retirer. Le Tour de France retrouve la rubrique faits divers. Moi je suis dans son équipe, je mets mon poing dans la gueule, quoi, c'est clair. C'est vrai, le Tour a trébuché. Mais il y a quand même des raisons d'espérer, à l'image du Français Sandy Cazard qui chute avant de remporter l'étape d'Angoulême. Entre 10 et 15 millions de spectateurs sur le bord des routes, des audiences télé en hausse, c'est sûr, la magie du Tour de France opère toujours. Ce n'est pas la première fois que les affaires de dopage agitent le Tour de France. Une fois de plus, diront certains, une fois de trop. Alors que faut-il faire pour que le maillot jaune retrouve son éclat et l'épreuve son panache? Voici quelques pistes de réforme envisagées, ou en tout cas envisageables. Franck Genozo. La fin du calvaire, mais pas la fin de la crise. Chahuté, le Tour 2007 est fini. Et il a désormais 1 an pour faire sa révolution, trouver des solutions. Faut-il durcir les contrôles? Cette année, le vainqueur Alberto Contador a été contrôlé une dizaine de fois. En tout, environ 500 contrôles ont été effectués, 2 seulement étaient positifs. Il faut donc multiplier les contrôles inopinés avant l'épreuve. Le Danois Rasmussen a raté 2 contrôles de ce type avant le Tour, mais la Fédération internationale ne lui a adressé que des avertissements. Alors faut-il durcir les sanctions? Contrôlé positif, Alexandre Vinokourov encourt 2 ans de suspension. À 33 ans, sa carrière est sans doute terminée, mais pour les coureurs plus jeunes, ces sanctions sont-elles assez dissuasives? Il est prévu déjà de doubler la peine plafond, c'est-à-dire on va passer de 2 à 4 ans. On peut effectivement envisager une suspension à vie. En contrepartie, si un athlète donne des informations concrètes sur les personnes qui lui ont fourni les produits, sur ces procédés de dopage, on pourrait effectivement imaginer une diminution de la peine. Faut-il également écourter les étapes? 3570 km de course, 21 cols à monter, des étapes allant jusqu'à 236 km. Le Tour est-il trop dur? Un argument qu'on entend souvent sur le bord de la route, mais qui est écarté par les professionnels. Pour eux, c'est le rythme qui est en cause. Que ça fasse 100 km, 200 ou 15, ça ne change rien. Donc c'est un faux problème. Il faut abandonner cette idée. Faut-il responsabiliser les sponsors? Cette année, seule la suspicion a réussi à suivre Michael Rasmussen dans l'école de montagne. Son sponsor aurait pu l'écarter dès les premières révélations. Doit-il être sanctionné? Je crois que ça c'est vraiment aller beaucoup trop loin. Vous savez, les sponsors, ils sont déjà beaucoup bien punis par l'atteinte à leur image, à l'image de leur société quand il y a un scandale. Enfin, qui est le patron du Tour? C'est peut-être la question essentielle. Les organisateurs de l'épreuve et le patron de l'Union cycliste internationale se livrent une guerre sans merci. Le Tour veut le droit de choisir les équipes qu'il invite afin d'écarter les brebis galeuses. L'UCI, elle, veut imposer certaines équipes et conteste les choix du Tour. Ils ont choisi d'inviter l'équipe Astana et Astana a dû quitter le Tour. Donc ils ne se plaignent pas. Et puis ça fait des années que les coureurs trichent sur le Tour de France. Au-delà du choix des équipes et de l'avenir du Tour, c'est l'organisation et la crédibilité du cyclisme international qui se jouent désormais. Et c'est la première fois que l'on entend les organisateurs du Tour parler de rupture avec l'Union cycliste internationale. Avec nous en direct, le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. On vous a entendu dire pendant le Tour, il faut faire péter le système. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si j'ai du respect pour l'institution internationale, je n'ai plus aucune confiance dans les gens qui la dirigent et qu'il faut donc un autre système, un système qui protège le Tour de France. Ce qui me frappe ces derniers jours, surtout depuis que Rasmussen a quitté, et j'en étais ravi, le Tour de France, on voit au bord des routes des gens qui font vraiment la différence entre le Tour et le dopage et qui disent non au dopage, oui au Tour de France, et qui disent que vive le Tour de France et qui disent le Tour de France pour toujours. Donc il nous faut un système différent, un système qui protège le Tour, un système qu'on doit pouvoir construire avec les pouvoirs publics qui nous soutiennent, avec l'Agence mondiale antidopage et avec l'Agence française de dopage avec qui nous travaillons déjà main dans la main. On va revoir, si vous voulez bien, Christian Prudhomme, restez avec nous, une des images les plus fortes de ce Tour de France. C'était donc pendant l'ascension du plateau de Beille. Côte à côte, il y avait le coureur Vinokourov avec le vainqueur du Tour. Et vous le voyez, ils étaient roue dans roue. Jamais dans l'histoire du Tour, on a grimpé cette côte aussi vite. On sait depuis que Vinokourov était dopé. Est-ce que vous avez des doutes sur le vainqueur de l'épreuve cette année?
Là, vous me parlez du plateau de Baye de Rasmussen et de Contador. De Rasmussen et de Contador. Un coureur était allé plus vite, c'était Oui, pardon. Un coureur était allé plus vite, il n'y a pas de souci. Un coureur était allé plus vite, c'est Marco Pantani. C'est vrai que Rasmussen avait grimpé ce jour-là plus vite que Lance Armstrong. Oui, enfin, Marco Pantani était dopé. Pas forcément sur le Tour, mais depuis on sait qu'il était dans les affaires de dopage. Le drame aujourd'hui, c'est que la suspicion est partout et qu'il faut tout faire pour chasser la suspicion. C'est pour ça que nous avions décidé, avec à ce moment-là l'Union cycliste internationale, de multiplier les contrôles inopinés dont ils ont la charge, mais nous en financions une partie. C'était destiné à chasser la suspicion. C'est pour ça que on n'aurait pas dû avoir toutes les affaires qu'on a eues sur le Tour si simplement les règlements avaient été appliqués. Je comprends, Monsieur Prudhomme, mais ma question était la suivante. De mesures. Monsieur Prudhomme, je comprends très bien, mais ma question était la suivante. Est-ce que quand on voit cette ascension du plateau de Baye, tout le monde a des doutes sur le vainqueur de l'étape? Est-ce que vous aussi, vous en avez, oui ou non? Des doutes sur Rasmussen ce jour-là? Non, oui, non, des doutes sur le vainqueur, sur Contador. La suspicion, elle est partout dans le vélo, je le répète, et c'est précisément ça le drame. On peut y compris sur le vainqueur. Absolument tout le monde, partout, dans tous les sports. On peut avoir des doutes sur tout le monde. Il faut chasser cette suspicion-là. On ne peut pas se dire à chaque fois, tiens, lui, un tel. Il y a peut-être aussi parfois un délit de performance. Maintenant, je ne peux absolument pas vous dire. Je serais trop heureux de pouvoir vous dire, il n'y a aucun problème avec les coureurs. Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout faire et nous faisons tout avec les gens qui sont chargés des contrôles pour faire en sorte que la suspicion soit chassée dans le vélo. Mais le cycliste n'est pas, vous le savez, radicalement différent des autres disciplines sportives. Effectivement, cela dit, ce discours de dire qu'on fait tout pour faire en sorte que la suspicion soit chassée, on l'entend depuis un certain temps, on l'entend même depuis 98, depuis Festina. Alors concrètement, pour le Tour 2008 maintenant, qu'est-ce que vous allez faire qui fait qu'on pourra dire plus jamais, ça ne sera plus jamais pareil? Ce que je vous dis, c'est que nous allons travailler avec l'Agence mondiale antidopage, avec l'Agence française de lutte contre le dopage et avec les pouvoirs publics qui nous soutiennent pour faire en sorte que le Tour soit protégé parce que les Français aiment le Tour. Ce qu'ils n'aiment pas, et vous l'avez dit vous aussi, c'est le dopage. Et il faut lutter contre le dopage, mais défendre et aimer le Tour de France. Et donc vous pensez avoir les moyens, l'an prochain, vous donnez les moyens, quoi qu'il arrive, y compris avec une rupture avec l'UCI, de faire ça? Écoutez, on ne peut pas repartir dans les mêmes conditions que cette année. Je n'ai plus aucune confiance dans les dirigeants de l'UCI. J'ai le respect pour l'institution, mais plus aucune confiance dans les gens qui la dirigent, qui nous ont trahis clairement. Merci, Monsieur Prudhomme, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et puis, on aura bientôt, fin octobre, le tracé du prochain Tour de France. Oui. Merci. Dans le reste de l'actualité, un accident très rare s'est produit aujourd'hui dans le métro à Paris. La suspension d'un wagon a pris feu près de la station Invalide. Heureusement, le conducteur a rapidement réagi, mais 15 personnes en tout ont été intoxiquées. Cécilia Dauge, Catherine Juste. 120 sapeurs-pompiers de 34 casernes sont arrivés en quelques minutes sur les lieux de l'incident. Très vite, ils mettent en place un poste médical avancé à la sortie du métro pour évaluer le nombre d'hospitalisations nécessaires. À cause d'un début d'incendie dans cette station de métro, 15 personnes sont évacuées d'urgence. Elles ont respiré des fumées toxiques. Dans la rame, il y avait environ une centaine de personnes qui ont été évacuées. L'incendie a été éteint par un agent de la RATP au moyen d'un extincteur et c'est nous, les sapeurs-pompiers de Paris, qui avons récupéré les victimes. À 9 h ce matin, entre deux stations de la ligne 13, un train s'immobilise dans un tunnel à cause d'un incendie provoqué par la surchauffe d'un frotteur. Le frotteur, c'est cet élément qui entre en contact avec le rail pour l'alimentation électrique. En chauffant, il a enflammé une pièce en caoutchouc. Comme c'était du pneumatique, vous avez une fumée opaque, en fin de compte très dense, qui se propage. Et donc le fait qu'elle arrive ici, ils ont appliqué la procédure qui était de remonter l'information pour prendre les mesures adaptées, déclenchement des pompiers, intervention des secours, etc. Ce soir, toutes les personnes intoxiquées sont rentrées chez elles. Le trafic a normalement repris au bout de 3 heures. Une enquête interne est diligentée pour connaître l'origine exacte de cet incident technique très rare. On connaît désormais la carte de ce que l'on pourrait appeler la France des routes dangereuses pour les autocars et pour les poids lourds. Elle avait été commandée par le gouvernement après l'accident mortel du bus polonais dans les Alpes. Eh bien, quand on la regarde, c'est flagrant. Les points noirs sont très concentrés. On compte pas moins de 5 points noirs dans la seule région de Nancy, vous le voyez, en Lorraine. Et quant aux Alpes, elles restent de loin la zone la plus dangereuse. Et d'une manière générale, un grand quart sud-est de la France, on compte en tout, sur tout le territoire, une 50aine de points noirs. Alors, pour mieux comprendre, nous avons choisi de vous montrer un exemple en particulier. Il concerne la route entre Chamonix et l'A40 avec une forte descente à 7%. Elle est très empruntée par les poids lourds. Beaucoup de travaux de sécurité ont déjà été effectués, mais apparemment ce n'est pas toujours suffisant. Virginie Fichet, Philippe Évêque.
Pour les autocars et les poids lourds, la descente des Aigras est digne d'une piste noire. Sur certains tronçons, leur vitesse est même limitée à 25 km/h. La pente à 7% et des virages épineux mettent les plaquettes de frein à l'épreuve. Avant les aménagements de sécurité, beaucoup se sont ainsi retrouvés dans le ravin, 200 mètres plus bas. Henri Boezov est pompier volontaire depuis 35 ans. À de nombreuses reprises dans les années 70, il est intervenu sur des sorties de route. Les deux gros points d'impact avec les poids lourds, où il y a le mur là-haut, et juste derrière la colonne qu'on voit là-bas. On a eu une grosse remorque où carrément le tracteur s'est retrouvé en haut, la remorque derrière, le chauffeur était sur un tas d'un camion de chaussures qui était tombé auparavant, uniquement avec la jambe cassée, il était assis dans le tas. Chaque année, entre 10 et 15 poids lourds s'écrasaient ainsi. Mais depuis 1981, la construction d'un viaduc a permis de délester la route dans le sens de la montée. En haut de la descente, des panneaux d'avertissement sont multiples. Des aires d'arrêt d'urgence et un mur de béton capable de stopper un 38 tonnes ont été installés au point le plus critique. La circulation a beaucoup augmenté et proportionnellement, bien évidemment, les accidents sont très rares et de plus en plus rares puisque c'est inversement proportionnel et il y en a toujours trop. 2000 poids lourds descendant directement du tunnel du Mont Blanc empruntent chaque jour l'itinéraire. Dans les prochains mois, une plaquette d'information supplémentaire devrait leur être distribuée. C'est la conséquence de la vague de chaleur du mois de juillet. Les flammes ravagent une partie de l'Europe du Sud. Désormais, tous les Balkans ou presque sont touchés. À l'ouest, l'Espagne n'a pas non plus été épargnée avec plus de 3500 hectares brûlés dans le très touristique archipel des Canaries. Sylvain Le Petit. Sur cette île escarpée, les habitants ont fui leur maison devant l'avancée des flammes. À l'origine du feu, un garde forestier devenu pyromane. Il n'avait pas supporté d'avoir été renvoyé. Depuis 48 heures, les pompiers tentent de contenir l'incendie. Un quart de la Grande Canarie, l'île principale de l'archipel, est partie en fumée. Mais c'est la région des Balkans qui a été le plus touchée. 60 000 hectares brûlés en Grèce depuis le début de l'été, 23 000 en Bulgarie où 4 personnes sont décédées, 9 000 dans le sud de l'Italie. Les Canadaires ont beau se succéder au-dessus des montagnes de Croatie, les températures supérieures à 40 degrés depuis le début de la semaine entretiennent le feu. Ça fume toujours, donc tout dépend du vent. Si les flammes attrapent la cime des arbres, alors ça va être un désastre. Au Kosovo, la bataille est inégale. Les pompiers n'ont que des branches d'arbres pour lutter. Le pays, à peine sorti de la guerre, est encore couvert de mines. Les camions ne peuvent donc pas s'approcher des flammes. Et en Grande-Bretagne, en revanche, c'est toujours et encore la pluie qui pose problème. Les orages annoncés ce week-end ont été finalement plus faibles que prévu, mais la décrue reste lente, trop lente au goût des habitants des régions sinistrées. Vous allez le voir, certains sont restés isolés du reste du monde pendant une semaine. Reportage Claude Sampé, Roy Connelly. C'est l'heure du grand nettoyage. Lucie devait fêter sa retraite chez elle vendredi dernier. C'est le jour où la crue a commencé. Depuis, elle travaille sans relâche. Elle nous offre une petite visite de sa maison. Voici la salle de bain. Un peu plus loin, la cuisine qui paraît en meilleur état mais qui réserve quelques surprises. Une semaine après les inondations, les tiroirs sont toujours pleins d'eau. C'était très dangereux. L'eau arrivait de partout, à travers la porte, les fenêtres, jusque dans la cuisine. Ça allait très vite. Aujourd'hui, la petite ville de Tewkesbury retrouve un peu de calme. Chacun s'efforce de faire disparaître les traces des inondations. Au plus fort des intempéries, plusieurs personnes ont été sauvées ici grâce aux hélicoptères de la Royal Air Force. Pendant près d'une semaine, Tewkesbury a ressemblé à une petite île encerclée par les eaux. Même sa célèbre abbaye a été inondée. Elle ne l'avait été qu'une fois dans son histoire en 1770. Ce matin, pour la première fois depuis une semaine, on y a célébré à nouveau la messe. Les paroissiens voulaient surtout un moment de répit, de calme. Nous sommes tous très heureux d'être à nouveau chez nous. Aujourd'hui, pour la première fois, l'eau a été rétablie dans toutes les maisons, mais elle n'est toujours pas potable. Le retour à la normale va prendre du temps. Depuis une semaine, des centaines de milliers d'Anglais attendent avec impatience et beaucoup d'inquiétude les bulletins météo. Pour la première fois ce soir, une bonne nouvelle, le soleil est de retour.
Le sinistre compte à rebours a repris pour les otages sud-coréens en Afghanistan. Leurs geôliers talibans ont fait savoir tout à l'heure qu'ils commenceraient à les tuer à partir de demain, 9h30, heure de Paris, si le gouvernement afghan n'accepte pas un échange de prisonniers. En tout, 22 évangélistes sont retenus depuis maintenant 11 jours. Le pape a appelé ce matin à leur libération immédiate. Philippe Rochaud. L'armée afghane parle d'intervenir contre les repères des talibans pour libérer les 22 otages sud-coréens par la force. Ils seraient détenus par petits groupes à quelques kilomètres de cette ville de Ghazni, dans le sud de l'Afghanistan. Une jeune femme, otage, a pu appeler une agence de presse avec le portable d'un taliban et parler de ses conditions de détention. Nous ne sommes plus que 4. Nous ne savons pas si les autres ont survécu. Sauvez-nous, s'il vous plaît. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Le chef de l'État afghan Hamid Karzai a confié à la délégation coréenne qu'il ne voulait pas libérer les 8 prisonniers talibans réclamés par les ravisseurs. Or, si ces hommes n'ont pas été relâchés d'ici demain matin, les talibans commenceront d'exécuter leurs otages. Ils ont déjà tué le pasteur qui conduisait le groupe. Mais qu'allaient faire ces missionnaires dans cet Afghanistan en guerre? Ils font partie de l'église presbytérienne, une force en Corée où 30% de la population est chrétienne. Ils mènent des opérations en Asie dans l'espoir inavoué de convertir les populations locales. Mais ces missionnaires chrétiens sont arrivés dans un Afghanistan dominé par une autre foi. Les pays où les missionnaires vont prêcher ont déjà leur propre religion. Et ils ne réussissent pas à convertir les gens. Leur conception de l'église, c'est de gagner. Ils sont même en compétition avec d'autres églises. À Séoul, les familles des otages affirment que ces jeunes missionnaires n'étaient pas venus faire du prosélytisme, mais apporter une aide humanitaire. Mais pour les talibans, la vie de ces jeunes chrétiens de Corée ne pèse pas lourd. Ils sont prêts à tout pour obtenir la libération de leurs compagnons et le retrait des 200 hommes du contingent coréen. Vent de révolte au Japon, mais dans les urnes, le pouvoir conservateur en place a connu une cinglante défaite aujourd'hui à l'issue des premières élections nationales depuis l'accession au pouvoir de Shinzo Abe. Le Premier ministre a cependant fait savoir qu'il ne comptait pas démissionner. Il n'y est d'ailleurs pas obligé puisqu'il s'agissait d'élections sénatoriales. Les Japonais lui reprochent notamment une mauvaise gestion du dossier des retraites. En Irak, pour une fois, on va parler de joie. Les occasions sont suffisamment rares pour s'en priver. Joie grâce à un simple coup de tête. Le coup de tête d'un joueur de l'équipe nationale de football qui a permis à son pays de remporter son premier titre de champion d'Asie. Une victoire face à l'Arabie Saoudite. Le match se déroulait en Indonésie, mais à des milliers de kilomètres de là. Les supporters à Bagdad étaient au rendez-vous, vous le voyez. Au moment du coup de sifflet final, des centaines d'Irakiens sont descendus dans la rue pour fêter la victoire. En France, grosse surprise pour les habitants d'un petit village de l'Hérault, près de Montpellier. Ils ont vu débarquer ce week-end des milliers de jeunes venus participer à une rave party sauvage. Ils se sont introduits sans autorisation sur un terrain militaire. Et au plus fort de la fête, on a compté jusqu'à 6000 personnes. Véronique Gaglione, Nicolas Auer. Pas de feu dans la garrigue. C'est le mot d'ordre de la free party de Viol-en-Laval. Jusqu'à 6000 personnes se sont retrouvées ce week-end sur les 9 hectares de terrain militaire. L'herbe sèche et le vent incitaient à la prudence. Moi, personnellement, je jette pas les clubs par terre, quoi. Parce que déjà, on a nos camions, nos chiens, enfin, on a tout notre bordel par ici, donc si ça prend, ouais, comprenez, quoi. Chapeau sur la tête, le préfet a interrompu ses vacances. Les teufeurs n'étaient pas attendus, pas autorisés à s'installer là. Il a fallu rapidement mobiliser gendarmes, pompiers, médecins. 250 personnes de permanence ce week-end. Nous avons réagi en regrettant bien sûr cette implantation sauvage, mais en même temps nous disant, eh bien, puisqu'il y a un grand rassemblement avec beaucoup de jeunes, il faut qu'on veille à ce que la sécurité quand même soit assurée. Bon, donc vous avez encore cette nuit, puis demain matin, vous fouillez les bagages, hein. Je compte sur vous. Hein. Oui, oui. La free party a surtout attiré des jeunes de la région. Sans incident, certains commencent déjà à partir. Les villageois de Viol-le-Fort vont pouvoir retrouver leur garrigue. Ils sont restés loin de la sono. Non, moi, ça ne me gêne pas, moi, pas du tout. Personnellement, ça me dit rien d'y aller. Hein. Parce que bon, c'est que la techno, en fin de compte, qu'ils font là-bas. Moi, je suis plutôt du style tango, passo. Le tango n'est donc pas mort à Viol-le-Fort ce week-end. Un mariage a eu lieu au château. On n'y a pas entendu la techno.
Le salon du 4x4 a ouvert ses portes à Val d'Isère. C'est un secteur très particulier dans le marché de l'automobile. Il avait plutôt mauvaise presse depuis des années, mais les efforts des constructeurs en matière d'environnement et de consommation notamment semblent lui donner un souffle nouveau. Vous allez voir qu'il existe même désormais un 4x4 qui roule au colza. Luc Bazizin, Thierry Breton. Difficile cohabitation, la pureté de la nature et la brutalité d'un moteur. Et pourtant, écoutez ce 4x4. Il ronronne à l'huile végétale. Lorsque l'on constate qu'à l'huile, il n'y a pas de benzène, pas de toluène, pas de soufre, pas de gaz cancérigène et compagnie, il n'y a vraiment que du CO2 qui a été capté par la plante l'année précédente dans sa croissance, il n'y a pas à hésiter. Et pour transformer votre moteur, cette petite pièce, un recycleur qui permet de le faire tourner à l'huile végétale. Coût de l'opération, 1 200 €. Malheureusement, il n'existe pas de pompe pour distribuer l'huile. Mais ce colza, une fois pressé, vous coûtera 80 centimes le litre chez un agriculteur et seulement 30 centimes si vous récupérez les huiles de friture des restaurateurs. Et depuis un an, le propriétaire d'un véhicule polluant doit s'acquitter d'une taxe. Une majoration si son véhicule émet plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre. Résultat, ces voitures passe-partout ont connu un creux en 2006 et repartent maintenant avec des moteurs plus modestes. Vous avez, je dirais, de nombreux véhicules de roues qui malheureusement polluent encore beaucoup, et vous avez des 4x4, j'insiste volontairement, qui ne polluent plus ou très peu par rapport à leur volume ou à leur aspect. Même les Français se lancent sur ce marché. Il s'agit de moins en moins de 4x4 de baroudeur, mais davantage de berlines haut perché. Cette Citroën rejette 194 grammes de CO2 par kilomètre et cette Nissan 145 grammes. Donc pas de surtaxe de pollution. On a un châssis qui est le même qu'une berline, on a le même moteur aussi, donc en termes de consommation et de pollution, on est exactement au même niveau. Doucement mais sûrement, comme toute autre voiture, le 4x4 emprunte lui aussi des moteurs au gaz, hybride essence électricité ou plus rare à l'huile. Le prix à payer pour respecter la nature. Foie de Lorrain, la Mirabelle sera exceptionnelle cette année. Beau calibre, belle couleur et très sucré grâce au printemps clément. La récolte a même pu commencer avec 2 semaines d'avance. C'est important pour la Lorraine. Il faut savoir que cette région fournit 90% de la production française, mais surtout près des 3/4 de la production mondiale. Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. Cette année, la Mirabelle se récolte par grappes. Dans les vergers lorrains, les cueilleurs sont venus avec 15 jours d'avance pour ramasser le fruit couleur or, arrivé très tôt à maturité. Un chamboulement de calendrier dû à un printemps particulièrement clément. On a eu un mois d'avril très très chaud qui a fait démarrer très vite la végétation, et dès l'instant où la végétation est démarrée, on n'arrive plus à l'arrêter, et donc forcément le système est mis en route, et donc on arrive avec une date de récolte très précoce. Même si la récolte est précoce, le fruit doit répondre à tous les critères exigés par la réglementation européenne. Couleur dorée, taux de sucre suffisant et calibre supérieur à 22 mm. Les mauvais élèves sont automatiquement recalés. Là, tu vois, ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Tu vois, regarde, c'est ça. C'est ça que tu veux, c'est ça que je veux. Tu vois, regarde. D'accord ? Sur les 8000 tonnes récoltées, 60% des Mirabelles sont destinées à l'industrie agroalimentaire pour être ensuite surgelées, mises en sirop, en compote ou en confiture. Seulement un tiers des fruits est réservé aux étals des supermarchés et cette année, la Mirabelle devrait être bon marché. Ce qu'on peut dire, ce sera moins cher que l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'avait vraiment pas de quantité, il pleuvait tous les jours, on ne pouvait pas récolter. Là, ça se présente très bien. Donc les quantités sont là, donc on devrait avoir des prix raisonnables. Bon, je ne sais pas, aux consommateurs, peut-être entre 2,50 et 3,50. Avec 90% de la production nationale et 70% de la production mondiale, la seule vraie concurrence que connaît la Mirabelle de Lorraine est celle des autres fruits. Mais comme la saison de la petite prune dorée ne dure qu'1 mois, les amateurs ne devraient pas rater le coche. Un chiffre maintenant, 21 millions de personnes ne partent pas en vacances chaque année, chiffre livré par l'INSEE qui regroupe bien sûr des profils très différents, mais dans l'ensemble, le manque d'argent reste la principale raison de cette situation. Et c'est pourquoi les Restos du Cœur organisent chaque année des centaines de séjours pour les plus démunis. Nous avons suivi 4 familles de la région parisienne qui ont pu passer ainsi une semaine sur les plages près de Granville dans la Manche. Pauline Dordy et Grégory Vasseur. Allez, tu ouvres les yeux ? Un réveil difficile après une soirée festive. Une balade à vélo, mais au fait, pour aller où? À la plage. Fais attention les voitures. Pour beaucoup de Français, ça s'appelle un mois de juillet normal. Mais pour Sheherazade et sa famille, le moment est exceptionnel. C'est extraordinaire.
Ça permet de me reposer un petit peu. Et, ça fait un changement aussi pour les enfants, ça leur fait du bien. Une grande première pour les Aoudia. Avec un SMIC pour 4, le loyer et les factures à payer, ils n'ont jamais pu partir ensemble plus de 3 jours. Alors chaque sensation se savoure, découverte de la mer et de son vocabulaire. Cette semaine à la plage, ces 4 familles la doivent au Resto du Cœur. Tous viennent de Saint-Ouen et bénéficient de l'aide alimentaire. Des familles en difficulté, des mères seules, qui ont besoin de se changer pendant 8 jours. Pension complète, hébergement en centre de loisirs, ce séjour coûte normalement 300 € par personne. Grâce à l'apport des Restos du Cœur notamment, son prix est de 70 € par famille, avec un paiement adapté. J'ai cotisé pendant 4 mois parce qu'ils nous ont prévenus pendant 4 mois et tout. On a cotisé chaque mois pour les petites sommes et tout. On a pu ramasser la totalité. L'année dernière, cette opération a permis à 400 familles démunies de partir en vacances. Vacances toujours, vous étiez nombreux à débarquer pour la première fois sur les plages aujourd'hui. Ceux que l'on appelle les Haussiens ne sont d'ailleurs pas très difficiles à repérer. Une question de couleur de peau. Reportage à Nice, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. C'est un pays où les immigrés arrivent toujours à pied. Munis d'un visa temporaire, les touristes des sables voyagent légers comme les locaux. Si leur entrée sur le territoire ne passe pas inaperçue, c'est qu'ils ne sont pas franchement basanés, plutôt blanc. Le bronzage pas très bon pour l'instant, mais on y travaille. Il y a donc ceux qui veulent vite se fondre dans la masse. Il y a aussi ceux qui, par crainte des colibets, préfèrent rester groupés. Ils ne le resteront pas longtemps. Sur le sable, la promiscuité favorise les échanges et les comparaisons. Et l'européenne, naturellement, il prend moins de couleurs que par rapport moi, asiatique. Et l'asiatique, moi, je le prends rapidement. Au bout de 2 semaines, je pris très bronzé, comme brésilien. C'est votre premier jour de vacances? Non. Pourquoi vous n'êtes pas bronzé? Parce qu'il est anglais, c'est pour ça. C'est difficile pour quelqu'un comme ça. J'ai la peau blanche alors. Ça vous rend triste? Blanc et fier de l'être, les visages pâles n'ont pas de complexe. L'infériorité n'est que numérique. De toute façon, dans 2 semaines, on sera bronzé aussi. Donc, Un petit hâle suffit souvent à se faire adopter, alors pas d'excès. Trop de soleil, c'est mauvais pour la santé, que l'on soit blanc ou plus bronzé. Elle aussi manquait un peu de couleur, mais la bonne mère s'est refait une beauté. Le chantier de Notre-Dame de la Garde, qui durait depuis maintenant 6 ans, vient de s'achever à Marseille. Le résultat est superbe. Plus de 1200 mètres carrés de mosaïques de Venise ont été nécessaires pour rénover les plafonds. Et plus jamais, vous allez le voir, il faudra dans cette église lever les yeux au ciel. Yannick Arossi, Christophe Larocca. Les yeux au ciel. Peut-être pour chercher la lumière divine, plus sûrement pour contempler les mosaïques. Les coupoles de la basilique resplendissent et affichent leur nouveau visage pour le plus grand bonheur des touristes et des fidèles. Déjà, elle était belle avant, mais maintenant, alors, il y a eu un travail de fait irréprochable. Ça fait plaisir. Puis, il faut être croyant, quoi. Celui qui ne croit pas, il va regarder, mais c'est ça me rend nation. Michel Patrizio a la foi en son art, car Notre-Dame de la Garde, avant sa restauration, c'était ça. 10 000 tesselles, ces petits morceaux de mosaïque à remplacer. Tous ces éclats que vous voyez, toutes ces taches-là, ce sont des éclats d'obus qui ont fait tomber des mosaïques. C'est à Venise qu'il a dû s'approvisionner, à l'endroit même où les mosaïques de Notre-Dame de la Garde avaient été fabriquées, à la fin du 19e siècle. Ci manca una decina di colori per finire il cantiere. Ramenées à Marseille, les tesselles sont alors posées une à une. Le chantier va durer un peu plus d'1 an pour redonner lustre et éclat aux 1200 mètres carrés de mosaïque de la basilique. Les travaux de rénovation de Notre-Dame de la Garde ont débuté en 2001 et se poursuivent toujours, sans vraiment perturber les 1 500 000 visiteurs annuels qui font de la basilique le monument le plus populaire de Marseille. Et pas très loin de Marseille, en Arles, la musique est à la fête tout l'été. Dans le théâtre antique, des festivaliers ont pu entendre de grands noms de la chanson française, mais aussi une américaine, Helen Barnes. Il n'était pas venu pour elle, mais la rencontre entre l'artiste et le public a bien eu lieu. Olivier Lenouza, Thierry Breton. Le silence du public quand elle entre en scène. 1h30 après, l'ovation.
les spectateurs du festival d'Arles ont découvert Eileen Barnes. Tout est hors norme chez elle. Une voix grave de contralto, un physique 1m88 et une histoire digne d'un roman. Née à Détroit, Eileen Barnes vit en France, dont lui parlait son grand-père, soldat de la guerre 14-18, et ses amis. J'avais beaucoup d'amis qui étaient là, soit qui étaient des Noirs, qui ont fait des Américains, qui ont fait les études à la Sorbonne, qui parlaient, oui, qui rêvaient de la France, qui me faisaient rêver de la France aussi. Fille de chercheur, Eileen Barnes passe son enfance à voyager. Son père diplomate lui ouvre tout un univers. Adolescente, elle croise chez elle Nina Simone. Rencontre Stevie Wonder. Un rêve, une revanche pour une arrière-petite-fille d'esclave. Dans ses veines coule du sang africain, indien, hindou et même irlandais. J'ai le droit, comme n'importe quelle autre personne, de jouer du rock jusqu'au classique, jusqu'au blues, jusqu'au quelque chose beaucoup plus de jazz. C'est pas, pour moi, ça c'est mon héritage. Et ça ne s'arrête pas avec ni une couleur, ni une ethnie, ni une éducation. Un coup au cœur, une communion avec le public, car j'oubliais, c'est une bonne sœur qui initia Eileen Barnes à la musique. Dieu soit loué. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. Et après 3 épisodes de votre série Urgence, demain à 13h, vous retrouverez David Bohéry. À 20h, ce sera Françoise Laborde. Et puis quant à moi, je vous dis à vendredi prochain, 20h. Excellente semaine sur France 2.